Bienvenue dans le podcast de la petite balle blanche. Les beaux jours sont revenus, vous pouvez vous rendre de plus en plus souvent sur vos parcours préférés et vous allez tenter de réaliser vos objectifs pour cette nouvelle saison de golf. Ce sera pour certains des objectifs de résultats comme améliorer son index ou plutôt des objectifs de moyens comme je ne veux plus gâcher mes débuts de partie, je ne veux plus faire les mêmes erreurs, je veux progresser ou encore je veux gérer mon stress. Au cours de ce 5e épisode de notre seconde saison, nous allons tenter de répondre à quelques-unes de ces grandes questions sur le vaste sujet du mental. Pour cela, nous recevons deux invités exceptionnels, disons-le, avec Olivier Perron, coach professionnel et formateur, auteur de quelques articles sur LPPB. Bonjour Olivier. Bonjour Lionel, bonjour la gang. Et Pierre-Henri Philippe, ex-joueur pro et coach à l'Académie Golf Sup de la Baule. Bonjour PH. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors au cours de cette émission, avec nos invités, nous allons nous concentrer sur les notions que sont la fixation d'objectifs, la routine et le process. Je suis accompagné dans cette émission spéciale par une partie de la gang avec Gurvan Boni et Cyril Le Gouern. Salut les gars. Allô tout le monde. Salut, bonjour. Alors Olivier, explique-nous ce qu'est la fixation d'objectifs. La fixation d'objectifs, c'est une partie en fait du travail qui se fait en préparation mentale. Et en préparation mentale, en fait, on considère 12 habiletés qui sont la fixation d'objectifs, mais également la confiance, l'engagement, la réaction au stress, le contrôle de la peur, la relaxation, l'activation, la concentration, l'attention, l'imagerie, la pratique mentale et la planification des compétitions. Et donc, effectivement, c'est un vaste sujet et la fixation d'objectifs, en fait, est une partie, en fait, de tout ce travail qui peut être fait en amont d'aller jouer sur le parcours. Et la fixation d'objectifs, ça a 3 rôles principaux. Ça permet de maintenir la motivation dans le temps. Ça permet aussi de fixer son attention. Et puis, ça permet aussi de travailler sur les feedbacks, sur le bilan en fait, de sa partie, savoir comment j'ai joué aujourd'hui, comment j'ai joué sur ma saison. Et puis, la fixation d'objectifs au quotidien, quand je vais au golf, ça permet de répondre à la question toute simple, c'est qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui au golf ? Je viens m'entraîner, je viens jouer, mais aujourd'hui, en fait, quelle est mon intention ? Et fixer des objectifs, permet de canaliser son attention et ses intentions. Comme tu le disais, en fait, dans l'introduction, effectivement, il y a différents types d'objectifs. On va avoir des objectifs de résultats qui vont être en termes de classement, qui vont être de gagner une compétition, gagner un tournoi, ou alors de faire un top 20 ou de passer le cut pour d'autres. Ensuite, on a des objectifs de performance. Donc, l'objectif de performance qui est lié à sa performance en fait personnelle, qui va être lié au score. Voilà, ça peut être un objectif de score, de faire tant de birdies, tant de par, tant de bogey, prendre tant de green, un pourcentage de green en régulation. Ça, on est sur un objectif de performance. Et puis, le dernier objectif dont tu parlais, c'est l'objectif de processus, où on va travailler en fait sur l'attitude, sur le comportement. Et en fait, la différence entre tous ces objectifs, c'est le contrôle qu'on a sur chacun de ces objectifs. Sur l'objectif de processus, en fait, le joueur, la joueuse, a 100% du contrôle. C'est-à-dire qu'on décide de ses actions, c'est-à-dire que je vais me concentrer sur ma routine, je vais me concentrer sur mon rythme, je vais me concentrer sur mon alignement, sur mon grip, voilà, sur ma relaxation, je vais souffler avant chaque départ. Ça, je maîtrise totalement. La performance, je maîtrise moins. Et le résultat, je le maîtrise encore moins. Parce que ça dépend des autres. Je peux faire la meilleure partie de ma vie, je peux battre le record du parcours. Mais si un autre joueur bat aussi le record du parcours, il peut terminer devant moi. Donc l'objectif auquel on va plutôt s'attacher au quotidien, c'est l'objectif de processus. Et dans les objectifs, on peut préparer un coup, on peut avoir un objectif sur un trou, sur une partie, sur une semaine, sur
une saison, sur une année. Il y en a qui ont des objectifs sur une carrière. Donc, on va les gérer aussi différemment dans le temps. Et après, tous ces objectifs qu'on va se donner en fait à différentes échéances, on va les travailler après à l'entraînement. Donc, on est aussi au niveau technique. Peut-être là que moi je vais rebondir. Je me permets, Olivier, excuse-moi. Là, moi, je vous parlais à chaque fois un peu de la relation de ce que va dire Olivier en tant que préparateur mental et du coup de mon côté préparateur technique et coach. Et ces fameux objectifs dont Olivier parle, c'est les objectifs de résultat, c'est notre fil conducteur de base. La première fois que je vais rencontrer un élève, que ce soit un très bon joueur ou un joueur lambda, je vais lui demander, la première question, c'est pourquoi es-tu là? Quels sont tes objectifs? Et comme le dit si bien Olivier, à partir de là, une fois que moi j'ai des objectifs de résultat de l'élève, qu'ils soient à long terme, moyen terme ou court terme, c'est là qu'on va fixer ces objectifs de moyens. Qu'est-ce que je vais mettre exactement dans ma recette pour réussir à la fin mon gâteau? Voilà, tout simplement. Donc oui, exactement, comme dit Olivier, c'est un des points essentiels de toute cette démarche de préparation mentale. Je crois que c'est peut-être même la première. Je ne sais pas si tu es d'accord, Olivier, avec moi, mais pour moi, la fixation d'objectifs, clairement, elle est en tête de ces 12 points dont tu parlais de préparation mentale. Oui, c'est pourquoi on est là, en fait. Pourquoi le joueur, pourquoi la joueuse a envie de jouer. Mais Et oui, cette fixation d'objectifs, en fait, dans le temps, elle va aussi planifier, en fait, le travail technique. Parce qu'on n'a pas le même travail en hiver qu'au printemps, qu'en été, à la saison des compétitions, quand les compétitions vont reprendre. Et moi, exactement. j'avais déjà enfin, je me permettais de rebondir sur une première question, que ce soit toi, PH, avec des élèves ou Olivier, avec des joueurs que tu peux encadrer. Enfin, est-ce que les gens viennent tout de suite avec des objectifs aussi variés que ce qui vous dites entre processus, performance et résultats, ou c'est très résultat? Pour avoir fait des questionnaires à des départs de compétitions amateurs, en fait, c'est partagé entre le résultat, voilà, faire un bon score, et aussi se faire plaisir. Voilà. La part du plaisir, elle est importante en fait dans l'objectif. Et après, faut creuser cette question-là du plaisir, parce que le plaisir va être différent selon les personnes. Il va falloir que la personne identifie en fait ce qui va lui faire plaisir pour trouver le moyen en fait d'y arriver. Mais c'est à peu près c'est la moitié sur le résultat et la moitié en fait de plaisir, mais dans un contexte enfin voilà de compétition amateur et qui concerne la grande majorité des golfeurs. Mais comme tu disais, le plaisir, est-ce que les gens arrivent à dissocier le score de je me suis fait plaisir ou pas, quoi? C'est-à-dire que, en gros, oui, non, mon but c'est de me faire plaisir, mais si en gros tu sors une carte enfin, de 10 coups au-dessus de ta meilleure carte, est-ce que les gens arrivent à intégrer cette notion de plaisir? Tu sous-entends que ça serait un objectif de résultat caché? Moi, j'ai une grosse tendance à le croire hein, de l'expérience que j'ai. C'est vrai que les gens essayent souvent, enfin, je vois souvent des gens arriver. Alors, moi, je côtoie beaucoup de jeunes en ce moment. Ils arrivent souvent avec des objectifs de résultat. Voilà, j'aimerais bien que dans quelques années, je sois à tel stade ou à tel stade. Ça, c'est ce que j'ai de plus classique. Mais après, quand j'ai des joueurs un peu plus classiques, lambda, on va dire, arrivent souvent. Bon, j'aimerais bien réussir à jouer, à baisser mon index. Bon, l'index, voilà, le grand mot, index, ok. C'est toujours là. Et bien sûr, peut-être pour se dédouaner un peu, on entend souvent, oui, mais et quand même prendre du plaisir, prendre du plaisir. Sauf qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est priorisé là-dedans, en réalité. Et souvent, c'est vrai que après une partie, on a souvent, ok, j'ai joué tant, mais par contre, on n'a pas cette réponse à j'ai pris tant de plaisir. J'ai pris tant de plaisir sur tel trou ou les 9 premiers ou les 9 derniers. Enfin, on n'arrive pas à évaluer ça et les gens ont du mal à l'évaluer, je crois. Donc oui, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est quand même un objectif de résultat caché, cette notion de prise de plaisir. Moi, je vais peut-être juste avoir une question, c'est entre l'objectif de processus. Ah non, c'est entre performance et résultat, en fait. Ouais, le résultat est vraiment lié à la compétition. Le résultat, c'est lié à la compétition. C'est je veux gagner, je vais être dans le top 3, dans le top 10, je veux me qualifier. Voilà.
le joueur amateur ne va pas être concerné en fait par cet objectif de résultat, il va être plus éventuellement concerné par la performance dans sa progression. C'est toucher tant de fairway, tant de green en régulation, c'est faire tant de par, ne pas faire 3 putts. Cet objectif de performance, il va permettre de se donner des paliers en fait dans sa progression. Et après, le processus, il est vraiment au quotidien dans la partie sur l'attitude, le comportement et la routine. Et du coup, est-ce que ça veut dire que avant chaque partie, on ne peut se fixer qu'une catégorie d'objectifs en fait, enfin ouais. Est-ce que on peut mélanger un performance, un objectif de performance, un objectif de processus, un objectif de résultat? Je crois qu'en fait, les objectifs de résultat, on les a fixés à l'avance. Donc ça, ils sont clairs et nets, mais depuis un certain temps. Après, je pense qu'on y viendra, mais les seuls sur lesquels on peut vraiment se concentrer à l'instant T, au moment présent, c'est les objectifs de moyens. On rentrera à la routine, le process dès le début même avant la compétition ou avant et après. Mais vraiment, les objectifs de résultat, il faut les mettre à part. Au moment où vraiment on va jouer, on va se lancer au départ du 1, il faut, et si possible même, je crois, les mettre de côté un certain temps, pendant 4h30 au moins. Ça serait bien. Je prends l'exemple d'un élève cette semaine. Voilà, il a une échéance qui arrive bientôt. Il aimerait descendre son index rapidement pour pouvoir s'inscrire à une compétition importante. Pour l'instant, il est il peut pas rentrer dans ce tournoi. Il sait qu'il doit baisser l'index. Du coup, on le dit, OK, on va essayer de faire des compétitions ensemble. Et là, par contre, c'était de base, ça partait d'une manière très compliquée parce qu'en fait, il s'est lancé au départ du 1 en ayant en tête que cet objectif de résultat, baisser son index, avoir une carte, surtout qui ne devait pas dépasser les +3. Et tout de suite, il s'est mis une pression de dingue. Mais là, clairement, voilà, c'est le sujet, le cas rêvé dont on parle. Il a complètement oublié en fait tout le process, tout ce qu'on a mis en place jusqu'ici, parce que d'un seul, il s'est retrouvé avec un objectif de résultat qui s'est pointé devant lui et il a complètement oublié le reste. Mais il a appris énormément grâce à ça. Mais et moi aussi d'ailleurs, parce que je me dis, alors, mais on a été ridicule. On a été ridicule. Et il y a cette notion qu'on commençait à aborder de process. Mhm. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, le process. On le voit beaucoup dans les interviews des joueurs pros, par exemple, après une carte bonne ou mauvaise ou compliquée, enfin peu importe, de dire non, l'objectif c'était de rester dans le process, de garder mon process, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce process en fait? On aimerait vraiment avoir plus d'informations sur chaque joueur au top niveau, bien sûr, à ce sujet-là, mais c'est selon moi ce qui fait vraiment une grosse différence entre les bons joueurs et les excellents joueurs. Je parle au niveau amateur, hein, quand on voit les grands prix, les bons joueurs en grand prix, on voit ceux qui sont organisés et ceux qui sont un peu moins organisés. Le process, en fait, c'est ce qui va organiser toute votre semaine sur une compétition où, bah, évidemment, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a l'occasion de jouer tous les jours, au moins la période du week-end de votre compétition où je me lève à telle heure, au réveil, je fais ma mobilité, je prends ça au petit déjeuner, derrière, je me lave en temps de temps, j'ai tant de temps pour me rendre au golf, j'ai tant de temps pour m'échauffer, j'ai tant de temps pour taper des wedges, j'ai tant de temps pour taper un fair set, j'ai tant de temps, enfin, toute cette organisation avant la partie et aussi après la partie. J'ai fini ma partie, que j'ai bien joué ou non. Je prends le temps de faire mes stats. Je prends le temps de faire, voilà, de récupérer, enfin, de souffler simplement. Derrière, je prends le temps de faire mon décrassage, aller retaper des balles, putter. Bref, avoir toujours ce même process pour rester, on va dire, dans un cocon et avoir quelque chose que l'on maîtrise, que l'on connaît à chaque fois. Et plus vous arriverez à trouver le process qui vous convient, plus vous arriverez à enchaîner, parce que j'aime bien ce mot-là, enchaîner en fait les parties, les tournois, et finalement avoir l'habitude. Simplement que c'est comme un job, c'est comme n'importe quel travail. Hein. C'est vraiment le matin, c'est comme ça, et toute ma journée est organisée. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Olivier, là-dessus, mais c'est comme ça que moi je vois le process. Ouais, c'est ça. Et après, les joueurs en parlent voilà, sur le process de la partie. On conscientise en fait tous les événements, toutes les étapes du parcours.
Parce qu'on a un cerveau on peut le surnommer en fait funambule. On a un cerveau qui ne s'arrête pas de tourner, qui est traversé de pensées positives, négatives, d'images liées au golf ou liées à la vie de tous les jours, qui viennent nous perturber pendant nos parties de golf. On peut se projeter sur le trou d'après, sur le résultat du coup que je suis en train de jouer, qu'est-ce que ça va donner. On peut avoir peur de la mettre dans l'eau, avoir peur de la mettre dans le bunker. Et en fait, on est traversé de plein de pensées parasites qui vont perturber en fait le geste et donc le résultat du geste. Et donc, c'est de conscientiser en fait chaque moment. C'est effectivement la routine, mais on reviendra en détail sur la routine, mais c'est aussi la routine après le coup, jouer, c'est aussi respecter l'hydratation, respecter l'alimentation, respecter les relaxations, les temps de respiration, des temps de pause sur le parcours. Il y a des temps d'attente, comment je gère les temps d'attente, tout est prévu. Et quand on voit un joueur comme Dustin Johnson, il est impressionnant aussi sur ce côté presque robot, pro, mais je fais mon job. Et globalement, il le fait plutôt pas mal. C'est clair, c'est machine. Il y a vraiment je rebondis sur ce que tu dis, Olivier, il y a vraiment ce process avant partie, pendant partie, après partie, et pendant la partie, il y a le process en arrivant au départ, il y a le process entre mon premier coup, mon second coup, il y a le process en arrivant sur un green, il y a le process en arrivant sur... Enfin, on peut tout décortiquer, on peut tout... Ça demande beaucoup de pratique, ça demande aussi beaucoup d'analyse, hein, parce qu'il faut, une fois qu'on arrive à ce niveau-là d'analyse et de précision, bah, comme on prend le cas de Steve Johnson, en fait, les mecs, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire à tel moment et il y a aucune place n'est laissée à l'aléa. Dans l'idée, ça voudrait dire un petit peu genre déshumaniser pour mécaniser? Non, c'est pas déshumanisé parce que chacun va fonctionner avec sa propre histoire, avec ses propres préférences. Donc il faut que chacun trouve en fait ses outils, son fonctionnement, le type de pensée qu'il va mettre en fait à chaque moment. Il y en a pour qui ça va être de la relaxation, d'autres ça va être plus passé par la respiration. On peut aller vers de la méditation aussi à certains moments. Il y en a qui vont beaucoup échanger avec leur caddie sur des aspects techniques ou sur d'autres aspects. C'est chacun qui va trouver. Donc, on ne déshumanise pas. C'est à chacun de trouver. Là, on comprend bien cette logique de réflexion et de manière de penser, tout ça, quand on est à un niveau professionnel. Parce que c'est mon métier. Donc, comme tu le disais, on a tous nos routines dans notre propre travail déjà. Par contre, quand on est sur le joueur amateur, je vais peut-être rebondir sur une question qu'on a eue justement en préparant l'émission. Je prends des cours avec un pro. Je reçois plein de conseils. Pense à ton grip, ta montée, ta face en redescendant, etc. Ton finish, tourne tes hanches, enfin tout ça. Donc, on a déjà tous ces conseils techniques. Alors déjà, comment on fait lorsqu'on arrive sur le parcours avec tout? C'est la question d'origine, en fait. Comment on fait pour se concentrer? Est-ce qu'il faut se concentrer sur un seul point? Comment on fait pour faire le vide? Pour oublier tous ces conseils? Et là, en plus, vous êtes en train de nous dire qu'il faut rajouter à tout ça, il faut rajouter en plus toutes les réflexions sur pense à respirer, pense à... Je crois que c'est plutôt l'inverse. Je crois qu'en fait, c'est plutôt ce nouveau conseil technique qui va venir éventuellement s'insérer dans le process qu'on a déjà. Et là, je fais une parenthèse hein, sur l'enseignement, sur les nouveaux conseils qui sont donnés à l'entraînement. Il faut bien faire la différence entre entraînement et compétition. Et il faut pas avoir peur de dire, OK, aujourd'hui, cette partie de golf que je vais faire sur le parcours, c'est un entraînement. Et là, je vais me dire, OK, je vais essayer d'apporter des nouveaux éléments à ce que je fais déjà
Mais il ne faut pas que je m'attende à quoi que ce soit d'autre, et notamment au niveau des résultats, il ne faut pas que je me dise, OK, les résultats vont tomber tout de suite. Non, je vais me concentrer sur intégrer, par exemple, ce nouveau démarrage que j'ai dans mon mouvement ou cette rotation un peu plus importante de l'ange. Bref, tout ce qu'on peut connaître et découvrir quand on prend un cours technique avec un enseignant. Mais il faut vraiment, c'est là que l'enseignant doit être bon aussi derrière en disant, attendez, il faut qu'on mette en place derrière un cadre à l'entraînement et aux parties que vous allez faire. Et à partir de là, on voit si ça fonctionne. Et je pense qu'Olivier aussi, il rebondira après moi. C'est par exemple dans ces parties que vous faites d'entraînement, au-delà de tous les éléments que vous avez pu recevoir de votre enseignant sur la dernière séance au practice, vous ne devez, je crois, essayer de ne penser qu'à une seule chose. Pas deux, pas trois, pas quatre, une seule chose. Et ça sera déjà suffisamment compliqué comme ça. Parce qu'on a trop souvent tendance à avoir l'élève qui arrive en disant, OK, il faut que je fasse attention à mon grip, maintenant il faut que je fasse attention à l'organisation de mon stance. Enfin bref, une seule chose. Et c'est déjà bien. Vraiment. On n'est pas modelé pour penser à plusieurs choses à la fois. Notre cerveau ne pense qu'à une seule chose à la fois. Et effectivement, dans tous ces conseils qu'on peut avoir, on se dit, mais on va avoir la tête qui fume. Et c'est de les intégrer, en fait, un par un. Et on peut le faire sur une partie de 18 trous. On peut les intégrer sur 3 trous. On va se concentrer sur le grip, sur les 3 premiers, sur le stance, sur du 4 au 6, et de noter, magasiner aussi ses réactions, ses sensations, de ce qui est OK, de ce qui n'est pas OK pour moi. Parce que au travers de tous ces exemples techniques, on peut aussi trouver sa clé, une des clés du swing. Et donc, il faut toujours être à l'écoute, en fait, de son corps, de ses sensations, pour pouvoir après adopter la pensée qui va être la bonne, le petit déclic qui va me mettre en confiance avant de jouer. C'est exactement ça. Si on reste toujours dans le même fonctionnement, on verra. Enfin, il y a très peu de chances que les choses évoluent. C'est là qu'en fait, je pense que je pense que vous serez tous d'accord. Si on pouvait avoir l'occasion si jamais on travaille avec un préparateur mental ou qu'on cadre vraiment un entraînement avec un coach sur la préparation mentale, il faut vraiment que ce soit orienté simplement là-dessus et sur le parcours. Et ce qui est important dans cette notion d'objectif, c'est effectivement d'avoir une intention quand on rentre dans sa partie, c'est-à-dire je vais me concentrer sur ma routine, sur mon rythme, sur mon stance, sur mon grip à différents moments, et d'enregistrer et de faire un feedback ensuite, de noter ses sensations pour effectivement objectiver en fait le résultat de sa partie. Puisqu'on est rarement en fait mauvais sur l'ensemble de son jeu, et il y a toujours des choses qu'on réussit. Et quand on se fixe des objectifs qu'on contrôle à 100%, c'est aussi plus facile de les atteindre. Et si on n'atteint pas ces objectifs, pourquoi j'ai pas maintenu ma routine tout le parcours, pourquoi je maintiens pas mon rythme, tout ça, ça permet après de retravailler ces choses-là, de revenir dessus. Et c'est avec ces outils-là qu'on va pouvoir progresser. Pour toi, le préparateur mental, c'est du pain béni, ce carnet de notes après un entraînement comme ça sur le parcours. Je prends mon cas, j'insiste à chaque fois avec mes élèves pour qu'ils prennent des notes sur ce qu'ils ressentent sur le parcours à l'entraînement. C'est très difficile. C'est comme la prise de stats. Hein, souvent, ça paraît contraignant, mais c'est un apport qui est considérable, notamment pour le staff. Hein. Pour nous, en fait, voir l'élève qui met des mots en fait sur ce qu'il ressent, ça permet de sélectionner ou ne pas sélectionner des nouveaux éléments et vraiment continuer en fait d'évoluer en prenant ce qui est bon et en rejetant ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est très difficile à faire entendre à l'élève. Mais c'est le début du travail mental. C'est le début du travail. Exactement. On va travailler sur la connaissance de soi, on va travailler sur la gestion des émotions, on va travailler sur les habiletés qu'on a déjà citées. Mais là, on déborde un peu du sujet. Mais voilà, c'est l'objectif, la prise de notes, le feedback, c'est le début en fait, c'est le point de départ, c'est la porte d'entrée. C'est clair, c'est clair. Et on en profitera pour dire un petit salut à Julien qui nous a rejoint.
Salut Julien. Salut. La routine avant chaque coup, c'est quelque chose qui est assez connu, en fait, enfin, que tout le monde essaye de pratiquer ou pratique, ou en tout cas voit bien de quoi on parle. Mais on a aussi un terme, le terme de post-shot routine, c'est-à-dire que la routine après un coup aussi. Alors, est-ce que ça existe vraiment, cette routine après un coup, et à quoi ça correspond? Oui, oui, ça existe vraiment. C'est un des éléments du process dont on parlait tout à l'heure. On exécute le coup. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment on réagit au coup que je viens de jouer? Où là, on va être plus dans la gestion des émotions. Et en fait, on a deux situations. Soit on a réussi le coup, soit on l'a raté. L'objectif, c'est de ne pas se laisser déborder par ces émotions. Les émotions sont énergivores et elles jouent un autre rôle. En fait, elles ancrent les souvenirs. Elles permettent d'ancrer les souvenirs. Donc, si on associe un coup raté à une émotion forte, de la colère, qu'on peut voir de temps en temps, malheureusement, contre l'étiquette, mais de la colère suite à un coup raté, on va imprimer en fait cette sensation et ce coup-là, et on imprime tout le processus qu'on a fait avant, tout le coup. On va imprimer l'état d'esprit dans lequel on était quand on a joué ce coup-là. Donc l'idée, c'est de débriefer. Après un coup raté, je débriefe, j'intellectualise, je trouve une explication à ce coup raté. Mais j'évite en fait de me laisser déborder par mes émotions. Quand le coup est réussi, mais de manière pas plus exceptionnelle que ça, on est content. Mais sur des coups très réussis, ouais, il faut se lâcher. Il y a des coups dont il faut se souvenir très longtemps. C'est les coups qui nous font revenir au golf. Le Aimer ce drive sport. qui dépasse les boules rouges, quoi, par exemple, quoi. Par exemple. Non, mais tu as mis le point sur un truc, Olivier, là, mais je crois vraiment que ces coups que tu réussis dans lesquels la manière dont tu as réagi a été la plus originale, c'est peut-être pas le mot, mais tu les ancres davantage. Et je pense que tu les as derrière, enfin, plus tard, tu les as plus longtemps encore en toi. Et je crois que c'est une manière très positive d'ancrer ces bons moments et d'ancrer tout ce positif. Parce que là, on entend encore beaucoup parler des coups ratés. Parlez aussi de vos bons coups, les gars. Hein. Et sur les coups ratés, en fait, quand on vient de jouer son coup, on peut avoir l'impression d'avoir raté un coup, mais c'est uniquement arrivé sur la balle, en fait, qu'on va savoir si le coup il est vraiment raté. Parce que je peux être dans le rough, mais avoir un bon lie. Je peux être dans le bunker et avoir de la place pour sortir. Donc, le coup raté, il est aussi relatif. Donc, il ne faut pas surréagir à un coup qu'on estime raté. C'est ça, de toute façon, en général, c'est jamais sa faute, hein, le coup raté. C'est bien souvent la faute d'un élément extérieur. Ouais. Ou... Ouais. Du public. C'est, pour moi, c'est toujours public. Et justement, quand vous voyez les golfeurs en colère qui se mettent à une assemblée et qui essayent de définir, on va appeler ça un genre de petit signe du style du pouce, histoire de, plutôt que de lâcher un club ou un juron ou un coup dans le sac, vous trouvez en fait l'idée plutôt bonne en fait dans l'idée, ça canalise et puis plutôt positivement. Bah, ça, au moins, ça sera au moins positif pour l'image, déjà, d'une. Ça, c'est clair. Après, je sais pas, comme disait Olivier, hein, tout ça, ça reste humain. Chacun a sa manière aussi de réagir et de fonctionner. Je prends le cas d'un Tyrell Hatton ou d'autres. C'est des garçons qui ont besoin d'avoir cet élément de réaction qui les caractérise bien. Maintenant, il faut quand même le limiter. Il ne faut pas non plus que ça soit, on va dire, que ça leur coûte trop cher. Parce que ça leur coûte cher, hein, faut quand même bien le noter. Faut réussir à cadrer ça. Mais je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça donne Oui, aussi une image sympa oui, du exactement. golf, convivial, ludique. Ça montre qu'ils ont conscience en fait de leur situation et qu'ils sont capables d'en rigoler aussi. Hein. Ça, c'est important. C'est ça, moi, je trouve, hein, au niveau de l'image. Mm. Pas un ego de... Voilà. Et d'ailleurs, petit sondage comme ça, vous êtes... je pensais plus aux compères de la gang, là, mais vous êtes plutôt
colérique, vous? Vous êtes plus comment Mais moi, j'ai besoin d'un petit juron parfois. Et j'essaye de limiter à 1, voire même 0. Ensuite, comme je suis toujours en mode mytho, j'essaye toujours de me retourner pour voir s'il n'y a pas quelqu'un que je peux incriminer. Pour de vrai, non, mais dans l'esprit, je dis aux autres, toujours gêné par le public. Voilà. Mais ouais, mais j'ai moins de problèmes à accepter au fur et à mesure. Je pense que c'est l'âge ou la tempérance, mais plus le temps passe et plus j'accepte mes mauvais coups. Ouais, c'est le jeu. Après, voilà. La sagesse. Non, Cyril, t'es quoi, toi? Moi, je vais être assez pétage de coche, hein, quand même. Mais uniquement si la partie traîne devant, ce qui est quand même assez flagrant, malheureusement au Québec, là, si la partie traîne devant et qu'il peut être 10 minutes à attendre à chaque départ, là, j'ai vraiment de la misère. Donc, généralement, je finis par driver sur les gens. Sincèrement, c'est abominable. C'est abominable. J'ai un comportement vraiment pas digne d'un golfeur. Ouais. C'est vraiment mon plus gros problème. Après, vis-à-vis de moi, oui, je vais être un peu du genre aussi à grogner, un peu. Ouais. Mais comme disait EPH, je pense que ça fait partie de ma façon de fonctionner, c'est-à-dire pour derrière, pour rebondir. Peut-être que parce que je me plains souvent dans la vie, je sais pas, mais en tout cas, ça fait partie de mon ADN. Et toi, Juju? Moi, Tyrell Hatton, c'est mon enfant, moi. Sur je le mange. Je crois que le pire, en fait, dans cette histoire, c'est on voit les colériques qui sont démonstratifs, donc on voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose à régler, et il y a ces colériques internes qui gardent tout pour eux dans le cerveau, mais finalement qu'on a parfois du mal à découvrir, à s'en rendre compte, et je crois que c'est peut-être encore une des plus grosses problématiques qu'on puisse avoir dans le coaching. Parce qu'il y en a qui n'y arriveront jamais, qui sont en colère et qui bourdonnent à l'intérieur. Ouais, ou ils sont pas forcément en colère. Il y a d'autres émotions, il y a d'autres. Là, il faut frustré, le mot, non? Non, c'est pas frustré, mais là, il faut aller chercher sur des ressorts de motivation pour comprendre ce qui se passe en fait à l'intérieur de la tête du joueur. Pour comprendre ses réactions, c'est aussi d'aller chercher ses motivations. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et après, voilà, sans rentrer dans les détails, mais sur tous les accompagnements, enfin, il existe en fait des tests sur les buts de motivation, sur les émotions, voilà, pour connaître, enfin, que les joueurs apprennent aussi à se connaître et connaissent leurs ressorts. On le voit, on est tous, je pense qu'on est un peu tous pareils, peut-être à des degrés différents, mais moi, je suis plutôt assez calme, mais j'ai tendance à lâcher 2 ou 3 mots pas très sympas. C'est bien d'habiter en Suède parce que tu peux les dire en français, personne ne t'en veut. Comment justement la routine ou le process et tout ça peuvent permettre peut-être de réduire ça, peut-être pas de les éliminer parce que ça va peut-être au-delà de ça. Mais est-ce que à travers la routine, par exemple, où on peut arriver à essayer de tempérer ces sautes d'humeur, on va dire? Logiquement, si on effectue la routine qui fonctionne, on réussit le coup. Ça, c'est la théorie. Et donc après, si le coup n'est pas réussi, s'il est très, très raté, c'est de déceler ce qui n'a pas fonctionné dans la routine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné? Et donc, on arrive à identifier en fait le point d'attention. Mais ça peut être un bruit qu'on entend, quelqu'un qui parle très fort à côté, et on a continué son geste. Alors que la sagesse nous dit qu'on aurait dû s'arrêter, on aurait dû et reprendre la routine, mais on ne l'a pas fait. Ça peut être des perturbations comme ça peut être un rythme qui n'est pas respecté. Voilà. Mais de toujours respecter, d'avoir une routine qui soit vraiment régulière, permet après de déceler les erreurs qu'on peut commettre. Et je crois que sincèrement que la routine permet vraiment de se laisser la meilleure des chances d'effacer ces émotions sur l'instant, sur le moment présent, ces émotions qui peuvent nous rattraper. Prenez le cas de quand vous êtes en compétition et que voilà, vous avez le coup un peu plus compliqué que les autres à taper.
plus vous arriverez à vous focaliser sur votre routine, plus vous serez vraiment concentré à ce moment-là, plus je peux vous assurer que les situations de stress que vous avez pu avoir avant ou les frustrations d'avant pourront être effacées au mieux et vous laisserez le plus de chances de réussir votre coup. Maintenant, la grosse difficulté, c'est de réussir à garder cet état de concentration toute une partie et surtout dans les moments les plus importants. Olivier, d'ailleurs, tu as mis le point sur quelque chose qu'on a tous vécu au quotidien, hein, les auditeurs nous diront. Mais quand vous êtes à l'adresse, prêt à exécuter un coup et qu'effectivement, il y a quelque chose qui vient gêner, un geste, n'importe quoi, un papillon sur la fin, et on refuse, alors je sais pas si c'est de l'orgueil ou quoi, mais de reprendre cette fameuse routine, se remettre à nouveau derrière la balle, hein, et puis d'après l'exécuter son coup, là on le joue, et à 90% on fait une merde, parce que on a été pollué justement dans cette routine, et je pense que tout le monde Non, mais connu. le pire, c'est même pas le bruit ou autre chose, c'est le fait d'y penser, c'est le fait de te dire, OK, est-ce que je dois m'arrêter ou pas? Voilà, en gros, tu le multiplies, ce bruit. Et voilà, le cerveau, il est ailleurs, terminé. On a une croyance de toute puissance, en fait. Non, mais ça va marcher quand même. Alors du coup ça me fait rebondir peut-être sur une question qu'on a reçue de Manuel dans une compétition sur plusieurs tours, comme un Grand Prix par exemple. Comment faire pour oublier ce qui a été fait sur le trou le jour d'avant ou 2 jours avant si la compétition est sur plusieurs jours, quand on rejoue le même parcours, que ce soit un bon résultat avec un birdie pour pas mettre la pression de se dire il faut que j'arrive à faire aussi bien ou un très mauvais résultat en disant il faut que j'arrive à pas faire la même chose quoi. Comment on arrive à gérer ça justement? Est-ce que c'est en restant en gardant sa routine pour oublier ce qui s'est déjà passé? Il faut garder le process sur le trou. Il faut garder le process qui était vraiment prévu de base. Là, Manuel, c'est quelqu'un qui joue des grands prix, donc je pense que c'est quelqu'un qui, avant le Grand Prix, va peut-être faire une reconnaissance, peut-être avant la partie, la veille de la compétition, va se dire, va peut-être préparer un carnet de parcours en se disant, voilà, ce trou-là, je vais peut-être le jouer avec cette zone de retombée de balle en mise en jeu, avec cette zone de retombée de balle sur le second coup. Bref, il doit suivre son plan. Et un coup qui est tapé, il est tapé. Un trou qui a été joué, il a été joué. OK, c'est fait. C'est du passé et il faut être capable de le mettre derrière. Les trous qui ont été réussis, les birdies, ça n'amène que des émotions positives et je crois que finalement, il faut pas trop s'en inquiéter. Faut pas se dire forcément, voilà, il faut que je fasse encore mieux que ça. Non. En gros, il faut plutôt se dire, j'en suis capable. C'est pas forcément ce qui va arriver, mais je suis capable de le faire. Donc, dans tous les cas, ça permet aussi de relativiser et peut-être de se mettre moins de pression. Moi, personnellement, et c'est ce que j'incite mes élèves à faire, c'est prenez le positif qu'il y a à tirer de chaque situation. Par contre, si le trou a été complètement foiré et si on s'y retrouve le lendemain, il faut le travailler. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. On va forcément y penser, mais plus vous serez concentré sur votre process, plus vous serez concentré sur votre routine, en simplement vous disant, j'ai simplement ce coup de golf là à taper, vous allez avoir plus de chances d'y arriver. Je vous le garantis pas, mais surtout, ne commencez pas à un seul instant à penser au coup que vous avez raté la veille. Sinon, il y a de fortes chances que ce soit le même coup qui arrive ou l'extrême inverse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Passer du pull-hook au push-slice ou simplement s'aligner 40 mètres à droite en se disant que cette fois-ci, vous ne la mettrez pas à gauche. Enfin bref, ne changez rien à votre programme qui était prévu à l'avance. Mais voilà, tenez bon, concentrez-vous, ayez votre routine bien établie et puis après, on verra ce que ça donne. J'avais deux réponses à apporter à Emmanuel. La première, c'est que naturellement, en fait, on oublie la partie de la veille, d'il y a 2 jours, parce que c'est d'autres conditions météo, c'est d'autres positions de drapeau, c'est une autre journée. Je suis en haut ou en bas du classement, je suis pas dans la même situation que la veille. Ma stratégie va être différente, donc j'aborde les trous comme des nouveaux trous, comme un nouveau parcours. Donc naturellement, on l'oublie. Mais ma deuxième réponse, c'est on ne l'oublie pas. On n'oublie pas. Parce que, Et on va terminer là-dessus. Parce qu'en fait, ce qui s'est bien passé de cette première journée, en fait, on va le garder.
on va la débriefer cette première journée. Donc, on va garder ce qui s'est bien passé pour reproduire le lendemain. Et puis, on va changer et améliorer là où ça ne s'est pas bien passé. Et on va repartir avec ces nouveaux éléments pour cette deuxième journée. Mhm. Mais on part avec cette expérience de premier tour. La réponse est entre les deux. Elle va être entre les deux. Non, mais c'est intéressant parce que après, tout le monde ne fait pas des grands prix ou tout le monde ne fait pas des compétitions sur plusieurs jours ou sur les mêmes parcours, etc. Mais tout le monde a tendance, en tout cas, à rejouer le même parcours, celui où il est membre, par exemple. Oui. Donc, on a tous des trous un peu démons, un peu pièges, des trous un peu favoris, etc. Et arriver à se concentrer sur autre chose, je trouve ça vachement intéressant et savoir que tu peux arriver à te concentrer sur autre chose en fait que le simple, pas forcément le résultat, mais la performance, on va dire, que ça soit en nombre de bars ou nombre de birdies ou nombre de 3 putts que tu veux faire ou pas faire. C'est Jack Nicklaus qui disait une phrase qui est intéressante, c'est concentrez-vous sur les solutions, pas les problèmes. Vous savez nombre de fois on entend les joueurs, j'arrive au 8 ou j'arrive au 9. C'est bête, j'avais une bonne carte et maintenant c'est le moment où je vais finir par ça y est, je vais me foirer. On y est. C'est le 8. Voilà, bref, des exemples comme ça, on en a une flopée. Attention au discours interne parce qu'en fait, même avant la partie, vous avez une influence sur ce que vous allez faire durant le jeu. Si vous vous dites perpétuellement, de toute manière, ce trou-là, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais. Sachez une chose, c'est que vous mettez de l'huile sur le feu. Et qu'au contraire, vous feriez mieux de vous dire, d'accord, ce trou-là, j'ai du mal à le jouer, ce coup-là, j'ai du mal à le jouer, comment est-ce que je pourrais faire pour, on va dire, contourner le problème. Si vous avez un coup où vous devez traverser un obstacle, un coup de 150 mètres, peut-être pourquoi pas faire un petit lay-up, une petite approche à 90 mètres à gauche, puis après choper le green en 2. Bref, trouver des solutions, mais ne pensez pas simplement à la problématique. Jouez et soyez. C'est un jeu, donc en fait, il faut être malin, il faut pas simplement se contenter d'être fin technicien. Il faut vraiment essayer de trouver des solutions là où il y en a à trouver. Non, et après, quand on est sur des parties amicales ou d'entraînement, rien n'empêche, des trous sur lesquels on a des difficultés, de changer de départ, de changer de club. Il faut varier aussi les façons de jouer. Il y a une liberté qu'on peut s'octroyer sur les parcours et jouer différemment un trou, ça va nous changer en fait la perception qu'on va en avoir et ça peut nous réconcilier en fait avec ce trou. Exact. Ça, c'est une super stratégie, ouais. C'est super intéressant, ouais. Effectivement, de se dire, plutôt que de vouloir tenter le green d'un long par 3 absolument avec le petit bois et tout ça, et puis finir systématiquement dans le bunker, de le jouer en lay-up, quoi. Là, je vais peut-être partir loin, mais déjà, en ayant des bons objectifs de résultats de base, auxquels on donne de bons objectifs de moyens, et ben on en arrive à ces éléments de stratégie où on se dit, OK, si je veux parvenir à ce résultat à la fin de ma partie, peut-être que ce petit coup de fer posé avant le green de ce par 3, c'est peut-être quelque chose qui est déjà amplement suffisant. Voilà, on est dans toute cette réflexion qu'on a aujourd'hui, là, ce soir, c'est être capable de prendre conscience de ce qui va fonctionner le mieux par rapport aux résultats que je me suis donné mais auparavant, vous voyez, et pas sur le coup se dire voilà c'est comme ça que je dois faire et puis c'est tout. Non, ça demande une vraie réflexion. Ok, ce trou je l'aime pas. Ok, d'accord. Maintenant on va trouver une solution. Tac tac. Et finalement vous testez, vous le refaites et puis vous réussissez et puis une fois que vous commencez à vous améliorer, vous aurez peut-être d'autres objectifs de résultats et puis à partir de là on mettra d'autres objectifs de moyens et puis à partir de là on aura une stratégie qui sera différente. Enfin tout ça doit être assez logique et pas se cantonner en se disant voilà je dois forcément réussir chaque coup que j'entreprends. C'est ok, celui-là peut-être que je dois me mettre un petit peu moins de pression sur ce coup-là ou sur l'autre et finalement voilà faut organiser sa partie et trouver ce qui vous convient. Mettez-vous sur un matelas et profitez des 4h30
que vous avez devant vous. Je pense que c'est intéressant. Il y a effectivement cette question de stratégie, d'aborder un trou qu'on aime moins. Et puis il y a aussi le fait que, comme tu disais, PH, on est là pour 4h30. Donc maintenir la concentration pendant un long moment, c'est compliqué. Et je crois que Cyril, tu avais une question justement à propos de ça, de la concentration en fait. Oui, bah c'est ça. On a un petit peu abordé tantôt. C'est un peu ce que j'appellerais un peu les sautes d'humeur, quoi. Bah, 18 trous, c'est long, hein. Donc, des fois, je sais que de décomposer en 3 fois 6 trous, ça peut permettre d'éviter. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aborde du coup mes games. Et puis, d'avoir ces sautes de concentration. Donc, ma question, c'est un peu comment les éliminer, un peu. C'est ce qui vient un peu polluer les parties. Ces sautes de concentration. Et ça, c'est pas forcément après un mauvais coup, d'ailleurs. La question de la concentration, et son corollaire, l'attention qui va avec, c'est un vaste sujet. Parce qu'en fait, on est traversé en fait, de sautes de concentration toutes les 2 secondes en moyenne. Toutes les 2 secondes, notre cerveau recalcule s'il n'a pas intérêt à faire autre chose que la tâche qu'on est en train d'effectuer actuellement. Donc, sur 4h30 de jeu, on est traversé par des envies très très longues. Et la durée du swing, en fait, ne rentre pas dans même si le swing est relativement court, ne rentre pas dans ce présent, cette attention qu'on peut maintenir à chaque fois. Et donc, c'est des exercices réguliers. C'est de s'astreindre à chaque partie à respecter ce process. Et alors, après, il peut y avoir des difficultés qui soient liées effectivement au caractère de son partenaire du jour. Ça peut être lié aussi à de la fatigue. Ça peut être lié à une mauvaise hydratation ou alimentation. Ça peut être lié effectivement à des émotions qui vont nous traverser, mais qui sont liées à notre vie personnelle ou notre vie pro. Et ça, c'est bien de le savoir, de se faire un petit scan aussi avant la partie. Savoir, aujourd'hui, je ne suis pas forcément au top, donc je vais pouvoir être déconcentré. Donc, voilà. Et s'adapter à ça et de pas, si on est fatigué, si on sent de la fatigue ou des émotions négatives, c'est peut-être revoir ses objectifs de performance à la baisse. Et c'est vraiment au même titre que la condition physique, hein. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Il ne faut pas avoir peur d'admettre que parfois on n'est pas dans ses meilleures capacités de concentration, d'attention, et il faut tout de suite être capable de se réévaluer durant la partie et faire les bons choix en fonction de cela. C'est hyper important, très difficile à faire, je trouve. Après, ça dépend de l'élève, mais notamment chez les jeunes que je côtoie, c'est très difficile d'accepter cette situation et on va dire de faire des choix stratégiques qui conviennent. Et pour répondre complètement, après, il faut creuser pour savoir si ces sautes de concentration viennent toujours au même moment ou s'il y a différents moments, pour comprendre un peu l'origine. Et après, on peut trouver de la solution, l'outil qui va être adapté pour résoudre cette difficulté-là. Si c'est, par exemple, récurrent toujours au même moment, ça peut être souvent lié alimentation, hydratation, mauvaise gestion de l'énergie. Enfin, c'est vrai que le cerveau, c'est quand même un des organes qui consomme. C'est peut-être bien l'organe qui consomme le plus durant une partie de golf. Et il faut franchement le comparer à tous les autres sports, hein. Il est rare d'avoir un sport où une partie dure 4h30. On parle souvent du golf, oui, c'est pas un sport qui est très physique, c'est pas un sport qui demande beaucoup de qualité. Voilà. Mais attendez, on reste concentré pendant 4h30. Et finalement, si on doit faire une globalité de tous les élèves que l'on rencontre, bah finalement, je crois que c'est cette capacité de concentration qui fera la différence à la fin, hein. C'est épuisant. Et si on s'alimente correctement et si on s'hydrate correctement, c'est aussi pour être avoir cette capacité d'attention tout du long de la partie.
Et après, par exemple, si on a des sautes d'humeur, des moments où on sait qu'on n'est plus dans le coup, bah, il y a plusieurs petits exercices qui existent pour, on va dire, revenir dans l'instant présent, ici et maintenant. Par exemple, se concentrer sur moi, ce que je faisais, par exemple, je prenais une balle de golf dans la main et je m'amusais simplement à jongler un petit peu avec cette balle en disant, OK, voilà, je reviens bêtement là-dessus, mais finalement, je me concentre sur une chose que je maîtrise. Et à partir de là, je reviens petit à petit dedans. Et ça, c'est des petites astuces comme jongler avec une balle ou s'hydrater. C'est des choses qu'on peut noter sur un carnet de parcours ou de la carte de score. On peut se noter des petits mantras voilà, sur la concentration, sur l'attention. Quand on regarde la carte de score, on relit ces phrases-là et on se remet en fait dans le bon chemin voilà, pour bien exécuter le coup, quoi. Alors, le temps passe vite en bonne compagnie. On va essayer d'être un peu concret pour ceux qui nous écoutent et puis dont nous, déjà. Est-ce que vous auriez un petit exercice qu'on pourrait retenir de ce podcast et mettre en application lorsqu'on va retrouver les parcours On a donné quelques exemples, enfin, voilà, de petits exercices de concentration, voilà, pour rester sur la routine dans cette émission. Et je voudrais revenir sur un exercice qui a été donné il n'y a pas longtemps dans une émission de télé, L'œil des pros, et qui donnait en fait qui parlait des objectifs en fait de performance et qui s'adressait particulièrement aux gens membres en fait de clubs qui jouent très régulièrement les mêmes parcours. Et un exercice que je trouve très intéressant, ce qui permettait, l'exercice consiste la veille à prendre la carte de score et à noter son objectif de score pour le lendemain. Donc au trou numéro 1, je fais le par, trou numéro 2, je fais le par ou birdie. Ça permet de faire une reconnaissance de son parcours habituel, donc de visualiser un peu les coups qu'on a l'habitude de jouer, les bons coups qu'on a l'habitude de jouer, de se les remémorer. Et puis le lendemain, quand on arrive sur le parcours, on a une intention particulière à son jeu, et on a ses objectifs. Et donc, on va être concentré sur ces objectifs-là, sur ce jeu. Et je trouve que c'est un exercice pour des gens qui jouent régulièrement le même parcours, qui est assez simple à mettre en œuvre, voilà, qui peut changer les choses, qui peut changer leurs résultats ou leur intention quand ils arrivent le matin au golf. Et vraiment, ça donne vraiment cette notion de visualisation, elle est très importante. Hein. C'est être capable de s'imaginer la veille. En général, juste avant de s'endormir, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est attention à ce que le conjoint va dire à côté. Il faut être vigilant. Mais vous prenez votre carte, vous imaginez vraiment. Et puis vous allez voir, c'est une très bonne manière aussi de s'endormir. C'est surprenant. Hein. C'est mieux que de compter les moutons, je trouve. Vous prenez au départ du 1 et ça y est, vous y allez coup après coup. Celui-là, je vais jouer comme ça. En fait, en général, bon, chaque jour après sera différent. Peut-être que vous vous retrouverez le lendemain avec du vent, avec des grosses rafales de droite-gauche, bref. Mais imaginez, visualisez ce que vous voulez faire. Déjà, vous allez vous imprégner des coups à taper. Moi, de mon côté, ce que je peux vous inviter à faire, c'est là, ce soir, une fois que quand vous allez écouter ce podcast, c'est juste après, vous prenez un bout de papier et vous notez, OK, aujourd'hui, c'est quoi les éléments de ma routine? Notez-le sur papier. Faites ce petit effort-là en vous disant, OK, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, troisièmement, je fais ci, quatrièmement, je fais ça. Après, vous essayez de voir si vous pouvez déjà améliorer ça. Peut-être vous allez vous dire, peut-être qu'il me manque déjà quelque chose. Et après, tous ces éléments-là que vous avez intégrés dans votre routine, vous dire, OK, comment est-ce que je pourrais faire pour les améliorer? Comment est-ce que je peux faire tout autant que comment est-ce que je peux faire pour être plus efficace sur mon centrage au putting, comment je peux faire pour être plus efficace sur ma respiration avant de taper. Voilà. Parce que savoir respirer aussi, c'est important. Tout le monde va dire, oui, mais de toute façon, moi, je sais respirer. Non, non. Il y en a qui en respirant, rentrent le ventre. Alors, enfin, en inspirant, rentrent le ventre. Alors, je vais dire, non, c'est raté. Voilà, mais prendre conscience de tous ces éléments-là qu'on doit mettre en place pour réussir et vraiment se dire, OK, moi aussi, je suis capable de le faire. Il n'y a pas de raison que ça soit juste réservé à l'élite ou quoi que ce soit. C'est des trucs vraiment hyper importants. Mais pas forcément que pour le golf. Hein. Dans chaque situation qui peut paraître difficile à gérer, c'est en général, si vous avez une bonne routine et si vous avez bien programmé votre coup, vous pouvez vous en sortir. Ça amène d'ailleurs une question qu'avait peut-être Gurvan pour conclure d'ailleurs.
Je vous la laisse la poser, monsieur. Non, mais c'était exactement ce genre de choses qui était, est-ce que les techniques mentales qui vont être liées au golf peuvent être utilisées quelque part dans la vie perso ou dans la vie professionnelle? Est-ce que c'est des choses qu'on peut... Non, mais c'est hyper intéressant parce que ça fonctionne pour tout, je crois. Si on prend le cas de quelqu'un qui va se retrouver devant du public ou qui a une situation qui est stressante qui va arriver, c'est pourquoi pas se visualiser en train de le faire la veille, en train de réussir, en train de se voir réussir, en train de se voir être efficace. Ça va amener de la confiance, ça va amener déjà des sensations intéressantes. Je prends le cas de la respiration. Bah voilà, peut-être qu'avant cette réunion importante ou je sais pas, ce discours important, être capable de bien respirer. Et puis voilà, si un jour je suis en réunion et qu'à un moment donné il y en a un qui m'énerve, peut-être être capable de gérer ses émotions et de pas forcément mettre direct un direct du droit et peut-être se dire ok, comment est-ce que je peux faire pour canaliser. Je prends le temps d'observer ce qui s'est passé et là j'essaie de trouver des solutions et surtout peut-être de voir simplement de passer à autre chose, passer à la suite. Oui, je pense que tout peut fonctionner. Ça dépend des situations, évidemment. Quand on a donné la liste en fait des habiletés mentales, il y a effectivement certaines habiletés qui se retrouvent dans le monde professionnel sur effectivement la fixation d'objectifs, la confiance, la réaction au stress, l'imagerie, la concentration. Et effectivement, l'imagerie peut servir pour la préparation sur la prise de parole en public. Donc, on a ces habiletés-là qui servent, qui sont aussi des compétences et des qualités en fait dans le monde professionnel. Et puis, je reprendrai sur la vie personnelle, c'est la notion de routine. La notion de routine dans le sens d'une action régulière, quasi identique à chaque fois, voilà. Mais qui permet une routine, par exemple, qu'on peut utiliser pour passer de la vie pro à la vie perso. On peut se faire une action de plaisir, on peut marcher 30 minutes, écouter de la musique, faire une activité de cuisine, de jardinage, qui va être un sas, en fait, entre la vie pro et la vie perso. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle, dans la gestion du temps, on utilise aussi beaucoup de routines, qui sont ces actions, en fait, répétitives, mais qui permettent, en fait, de mettre des cloisons étanches entre deux moments de nos vies. Que rajouter? Merci déjà. Merci PH, merci Olivier, parce que merci à vous. Je pense que c'était très intéressant. Je suis convaincu que nous vous réinviterons prochainement. C'est gentil. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Le mental est tellement quelque chose de conséquent. Je vous invite à réécouter l'émission parce que je suis persuadé qu'il faut au moins 2 écoutes pour en retirer le maximum de bénéfices. Je vous invite aussi à relire les articles qu'Olivier écrit sur le blog 1 fois par mois. Et puis, à l'image de ce que PH nous a apporté en tant que coach technique, je pense que vos coachs dans les clubs peuvent aussi vous donner beaucoup d'informations là-dessus. Et moi, je dirais même un petit peu plus, nous, on se forme évidemment en tant qu'enseignant à ces notions de préparation mentale, mais sachez aussi une chose, c'est qu'on ne fera jamais un travail aussi efficace que les préparateurs mentaux. Donc ça, il faut bien le préciser. Nous, on va faire un travail conjoint, ensemble, mais vraiment ne pas avoir peur d'aller faire appel aux spécialistes du domaine et sans se dire voilà c'est inutile. Non, faites-le. Si jamais vous sentez que vous avez vraiment un problème à progresser sur l'aspect mental, allez faire appel directement aussi aux préparateurs mentaux. Et il y en a plusieurs comme Olivier qui travaillent très très bien. Et nous, on sera ravis en tant que coach technique et de savoir que la personne travaille correctement et avec les bonnes personnes à côté. On saura que tout le monde pourra progresser sur le même chemin. Ça, c'est très important de le préciser, vraiment.
On mettra les coordonnées des uns et des autres, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir les coordonnées de PH et de Olivier pour les contacter si vous êtes intéressés par leurs compétences. Merci messieurs, merci Cyril et merci Gurvan d'être venus. Merci à Julien qui est passé nous faire un petit coucou. Je vous souhaite une excellente soirée, puisque pour nous il est tard le soir. Une excellente semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à accréditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com. À très bientôt.